Ta petite voix t'invite à changer de vie pro ? Tu le sais peut-être, le 21 novembre, c'est la journée nationale de la reconversion professionnelle. À cette occasion, Nouvelle Vie Pro, qui accompagne depuis 10 ans toutes celles et ceux qui veulent prendre un nouveau départ professionnel, organise des portes ouvertes partout en France et un salon à Paris. Tu disposeras de toutes les solutions et les bons contacts pour faire le point sur ta vie pro, reprendre une formation ou créer ton entreprise. Tu pourras venir poser toutes tes questions et assister à des conférences. Et la bonne nouvelle, c'est que je te propose qu'on se retrouve là-bas. Rendez-vous donc le 21 novembre au salon Nouvelle Vie Pro. Pourquoi pas moi on me demande mon avis. Je suis sur des plateaux télé, je suis à la radio ou en podcast avec toi. J'aurais jamais pensé ça. Et ben pourquoi pas moi? Oui, c'est vrai finalement. Finalement, pourquoi pas moi? Je pense que c'est peut-être maintenant parce que en tant que danseuse, plutôt répondu pas toi. Donc j'ai pas eu l'occasion de me dire pourquoi pas moi. Enfin voilà, j'avais pas forcément et j'ai pas eu une grande place en tant que danseuse, même si ça m'a convenu, mais j'ai pas eu ce sentiment, alors que là j'ai le sentiment d'avoir vraiment beaucoup de chance. Ouais. Donc pourquoi pas moi? Pourquoi finalement oui, je l'apprends. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse de partager avec vous les coulisses du parcours d'une nouvelle femme exceptionnelle qui garde une grande humilité et générosité. Après des études de danse, Céline décide d'ouvrir sa propre école. Alors qu'elle se découvre une passion pour le corps et le bien-être, elle se forme à différentes pratiques. C'est avec le confinement que Céline et sa méthode vont se faire connaître. Une méthode révolutionnaire de renforcement musculaire qui est aujourd'hui la méthode chouchoute des stars. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Céline Roy. Bonjour Céline. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors j'ai longuement cherché depuis que j'ai reçu ton message. Et je n'ai trouvé rien d'autre. Alors moi, il faut savoir que je suis pas très objet déjà, et j'essaie plutôt de me détacher un peu des objets. Et donc au départ, j'étais partie en me disant mais qu'est-ce que j'ai comme objet toujours avec moi? Comme tu peux voir, hein, je porte pas de bijoux, j'ai pas de j'ai pas de choses vraiment matérielles que je remets, ou j'ai pas de je suis pas très superstitieuse, et je n'ai trouvé, alors tu vas être déçue, mais finalement que mon tapis de yoga. Je crois que c'est vraiment ce qui va me représenter le plus, parce que je l'ai toujours avec moi. Si je pars en vacances, je l'emmène. Ici chez moi, bien, il a toujours sa place. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est rangé, mais c'est quelque chose qui a sa place, son endroit. Et je serai dessus tous les jours. Il n'y a pas un matin, où je vais pas déposer mon corps sur mon tapis, et je trouve qu'il me représente parce que je dépose quelque chose de moi sur ce tapis. Ah voilà, chaque jour. Donc c'est pas. Et depuis quand depuis quand t'as un tapis de yoga? Depuis que je suis en danse-études, depuis que j'ai 16 ans. Voilà, donc j'ai 49 ans, donc 33 ans. L'âge du Christ. C'est ça. Il m'accompagne. Alors, je pense qu'il m'a accompagné de façon très différente selon les périodes de ma vie, hein, ce tapis de yoga. Mais voilà, j'ai toujours eu. Et quand je n'ai pas de tapis, je m'allonge au sol. Je ne sais pas passer une journée sans ce contact avec le sol. J'ai besoin du contact avec le sol. Alors, avec un tapis de yoga, c'est quand même plus agréable. Mais de toute façon, je passerai un moment pour me poser au sol. Génial. Tu vas nous raconter tout ça plus dans le détail. Est-ce que avant, tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi? Alors, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 16 ans en Bourgogne, dans une petite ville qui s'appelle Digoin. Voilà, donc j'ai emménagé à Digoin. Je suis née là-bas en fait. Voilà, et dans la maison de mes parents, j'ai emménagé, j'avais 4 ans.
Avant, on était en appartement. Et puis, j'ai grandi dans cette petite ville. Et très vite, j'ai voulu partir en danse-études. J'avais fait mon dossier en CM2. Je voulais partir en sixième. J'avais très très envie de partir, une très grande envie de me consacrer à la danse. Et puis ensuite, mes parents n'ont pas accepté, donc je n'ai pu partir que c'était déjà pas mal, mais à partir de la seconde. Ah oui, et donc du coup, comment ça s'est venu, enfin comment t'es venue cette passion de la danse? Elle m'est venue dans ma chambre, sans prendre de cours de danse, parce qu'on était quand même, c'est une petite ville, hein, donc on était un peu loin de tout, on n'avait pas forcément de cours de danse. Donc moi j'ai commencé à danser toute seule dans ma chambre. J'étais une enfant très très réservée. Plus même que réservée, extrêmement timide. Je ne sortais pas de ma chambre. Voilà, j'ai eu une enfance aussi où j'ai été beaucoup à l'hôpital. Alors ça, forcément, j'ai été quand même habituée à être seule. Et donc ensuite, quand les années n'étaient plus à l'hôpital, j'ai gardé toujours ce côté très solitaire. Donc avec de la musique, je me souviens des premiers disques 45 tours. Hein, ça me rajeunit pas, mais 45 tours que je mettais. Le premier disque, je crois que c'était une chanson, c'était Besoin de toi, je crois. Enfin bref, voilà. Donc c'était qui devait passer à la radio et je commençais à danser comme ça. Et puis donc à l'âge de 8 ans, ma maman m'avait plutôt inscrite au basket. J'avais fait de la gymnastique, mais ça ne me plaisait pas et c'est moi qui ai insisté pour aller dans un cours de danse. Et dès le premier cours de danse, je suis sortie et ça c'est véridique. Je suis sortie en disant je serai danseuse. Avec quel âge? J'avais 8 ans. Putain. Voilà. Et pourquoi, si c'était pas indiscret, t'as passé beaucoup de temps à l'hôpital? Alors je suis née en fait sans anticorps, voilà. Donc c'était un petit peu compliqué. Et puis je crois qu'à l'âge de 3 semaines, j'ai eu une grippe qui était terrible. Donc du coup, il a fallu m'hospitaliser assez longtemps pour me remonter en fait, sans réelle gravité, mais j'étais fragile. On va dire, j'étais une enfant fragile, allergique, voilà. Donc il fallait faire des petits séjours quand il y avait des maladies un peu sérieuses, un peu infectieuses. Et aujourd'hui, tout va bien? Oui, 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 Ouais. ouais, ça a vraiment été que toute la petite enfance. Voilà. Ok. Donc après rien du tout. Et comment tu l'as vécu du coup petite? J'ai pas vraiment de souvenirs. Je sais pas. J'ai pas de souvenir de cette période. Ça doit être du 0-4 ans. Donc j'ai l'impression que voilà, j'ai eu une enfance très heureuse. Enfin, ça m'a pas perturbée. Même parfois je dis à ma maman, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment j'ai... Alors on regarde le carnet de santé et oui, en effet, a priori, il y a eu pas mal de passages à l'hôpital, mais j'ai jamais eu la sensation d'être malade. Hein. Ouais. Voilà, c'était juste, il fallait, j'étais un peu maigrichonne, il fallait remonter voilà, les anticorps, remonter l'immunité. C'est plus dans ce terrain-là. J'avais un lait, je crois, bébé un peu spécial. Voilà, j'étais un peu allergique à tout. Ça me rendait plus fragile que malade. Ok. Et quand, avant de découvrir, enfin, de faire prendre ton premier cours de danse, c'était quoi tes rêves de petite fille? Ah, je sais pas si j'avais rêve. Moi, je rêve pas beaucoup. Souvent, on me pose la question encore. C'est quoi ton rêve? Je rêve pas beaucoup. Je sais pas. Je dirais que j'avais pas spécialement de rêve, sauf d'être danseuse. Ça, c'est sûr que ça m'a complètement envahie. Et puis après, ça a pris toute la place. Et avant 8 ans, je sais pas. J'étais très heureuse. Ça m'allait bien, ma petite vie à la campagne. Hein. Tu Non, vois, mais tes rêves de te dire, ah, quand je serai grande, je ferai. pour moi, c'était la Ça a danse. Mais toujours été alors, la danse. ouais. Ça m'a sauvée parce que je sais pas ce que j'aurais fait d'autre. Enfin, maintenant oui, maintenant parce que j'ai changé, mais je n'avais j'aimais beaucoup les livres. J'aimais les livres enfants et je m'enregistrais beaucoup sur les magnétophones. Je parlais sur un magnétophone. Voilà, je parlais énormément, donc peut-être, je sais pas, j'aurais eu envie de parler à la radio. C'est pas trop tard, hein? Ouais, écoute, peut-être, je sais pas. On verra. Mais sinon, non, ça a vraiment été toujours la danse qui a été ma préoccupation et puis mon plaisir, mon grand, grand plaisir.
Donc là, du coup, en seconde, tes parents te disent OK pour le sport-études. Oui, alors on était un peu pris de court parce que j'étais très insistante pour partir en danse-études. J'avais été prise dans une école à Dijon qui a fermé juste avant que je puisse rentrer. Donc ils nous ont envoyé. Donc moi je suis de Bourgogne. Ils nous ont envoyé à Nice. Donc Pareil. voilà, pour mes parents ils ont été obligés d'eux parce on avait fait en sorte voilà tous les papiers pour que je quitte la maison, mais et que je quitte le lycée dans lequel j'étais, et donc je me suis retrouvée du jour au lendemain à Nice en danse-études loin de mes parents, avec un appartement sur 2 étages avec des jeunes filles et des garçons aussi. Oui, il y avait un garçon qui s'appelait Robert, et qui ils étaient tous de pays très différents. Nous devions être 3 Françaises, des Italiens, il y avait une Allemande, il y avait Gudrun aussi qui était hongroise, et puis Robert qui était suédois. Et donc là, tes parents, c'est dû leur faire un petit choc. Voilà. Là, c'était voilà, on rentre plus tous les 15 jours, mais on va rentrer aux vacances scolaires. Mais j'étais très heureuse. Ouais, toi, ça te plaisait pas? Non, non, non. J'avais La passion de très la danse envie. était plus grande. Oui, puis je crois que j'avais envie de cette indépendance. Ça m'a pas pesé du tout, du tout, du tout. Au contraire, j'étais vraiment heureuse de pouvoir vivre ça. C'est quand même, c'est extraordinaire, quoi. Alors il y avait l'école, mais il y avait tout ce côté danseur. On parlait pas français à l'appartement. Enfin, voilà, j'étais ravie. J'étais ravie. Et ça dure, donc là, ça a duré quoi, le temps du lycée? Jusqu'à je passe mon bac, et puis ensuite on n'était pas très satisfait de mes résultats en danse, voilà. Enfin, mes parents trouvaient que peut-être c'était pas assez cadré par rapport à mon âge. Donc j'ai fait d'autres auditions pour rentrer dans une école de danse à Montpellier et à Voiron. À l'époque, c'était à côté de Grenoble. Donc là, j'opterais pour cette école à Voiron où je passe 3 ans. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus rigoureux. Voilà. Là, on est à 8 heures au studio, on en sort à 20 heures et on danse vraiment du lundi au samedi. Voilà, c'est très intense, on est très cadré. Et donc, je passerai aussi après mon diplôme d'état là-bas. Et là, quand tu fais cette école, c'est quoi? Tu te dis après, qu'est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire comme type de danse? Parce que danseuse, il y a plein de façons d'être danseuse. C'est ça. Et puis, en fait, moi, comme je venais d'une petite ville, j'avais pas pu avoir vraiment une technique. J'avais la passion, mais j'avais pas, on m'avait pas appris les bases dès l'enfance, donc j'avais du retard. J'avais forcément du retard en danse. Donc, mais j'ai eu la chance de pouvoir le récupérer et de pouvoir passer mes examens en classique et en jazz. Donc voilà, j'ai pu ensuite enseigner ces disciplines, et puis aussi en contemporain, et puis avec l'école donc à Voiron, on pouvait participer au Jeunes Ballets de l'Isère. Donc voilà, où on avait une aptitude pour la scène. Ça, c'était vraiment chouette. Mais très vite, en fait, quand je rentre dans ce cursus, il y a quand on rentre dans le cursus pour être prof de danse, on a des examens d'anatomie, physiologie et kinésiologie. Et là, je découvre vraiment ma deuxième passion, qui est encore plus dévorante que la première, c'est celle du corps et de la biomécanique. Je rencontre des professeurs, voilà, qui sont passionnants, et je me mets vraiment dans les livres d'anatomie. Alors oui, il y a ce parcours de danse, mais je suis peut-être déjà, avec le recul maintenant, je dis ça, mais déjà j'étais partie un peu sur le côté par rapport à la danse, qui est un univers passionnant, qui me plaît. Mais j'ai été très contente aussi d'en sortir après ces années. Mais sûrement parce que j'étais pas faite complètement pour la scène, pour cet univers. Donc j'ai enseigné après, mais je me souviens, voilà, c'était ces années d'études dans surtout l'anatomie, physiologie. Vraiment, c'était un régal pour moi. C'était voilà, c'était vraiment chouette, et c'est la naissance de la deuxième passion. Ouais.
C'est fou de voir comme il y a des passions qui apparaissent au fur et à mesure de la vie. Oui, oui. Et et c'est vrai que j'aurais pas pu me douter de ça. J'ai pas eu du tout la chance avant de me confronter à l'apprentissage scientifique, neurosciences. Donc il est venu vraiment, voilà, je dois avoir 20 ans quand je commence et vraiment je suis passionnée par ce que je découvre, c'est-à-dire comment progresser à travers la biomécanique, comment progresser sur mes mouvements de danse. Je le prendrais vraiment dans ce sens, alors que comme en plus c'était quand même très fastidieux pour moi parce que j'ai récupéré un niveau que j'avais pas, ça me demandait beaucoup d'efforts, j'étais pas souple, j'avais pas, à part la passion, j'avais pas grand-chose pour être danseuse. C'était pas forcément, voilà, donc c'était quand même très laborieux. Je m'accrochais, j'acceptais les reproches qui étaient quand même très durs, hein, tout le jour. C'était une éducation quand même très difficile en école de danse, mais j'acceptais. Et puis quand j'ai commencé vraiment les études d'anatomie, euh, j'ai compris plein de choses et donc je donnais presque un peu mon avis à mes professeurs en me disant, moi, avec mon corps, avec mes possibilités, je vais pouvoir faire ce mouvement comme ça. Et j'ai eu la chance que ça les intéressait, du coup. Et en passant, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en passant par ce biais, c'est-à-dire plutôt que d'essayer d'être parfaite dans cet univers de danse où j'avais pas les codes, j'avais pas forcément le bon physique, je suis pas très grande, enfin voilà, j'avais pas vraiment d'aptitude, donc on me remarquait pas spécialement pour ça. On a commencé à me remarquer quand j'ai changé le chemin pour arriver, en me disant voilà, bah ok, je n'ai pas ça, mais peut-être que moi je peux être intéressante si je fais cette proposition. Et donc du coup j'ai eu des rôles qui étaient sympas dans les ballets et voilà, et c'était épanouissant. Voilà, c'était plus épanouissant dans ce sens. Ça me fait penser à, j'ai interviewé Thomas Tambut, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'était la première personne qui a été salariée dans un club en tant que préparateur mental. D'accord. Et le club, en l'occurrence, c'était le Cercle des nageurs de Marseille. Et il a accompagné tous les plus grands nageurs français. Et il continue d'ailleurs aujourd'hui. Et il a écrit un livre qui s'appelle Un cancre dans les étoiles. Et il raconte son histoire. Et il raconte aussi que il y a beaucoup de personnes qu'il a coachées mentalement. Sans raconter de bêtises, je crois il y a plusieurs exemples. Mais il y en a un notamment, c'est Florent Manodou, qui n'avait pas la façon dont il nageait le crawl, c'était pas la façon standard et tu devais pas nager le crawl comme ça. Donc au début, tout le monde lui dit non, mais c'est pas bien. En gros, tu vas pas réussir comme ça. Au final, il a lancé un nouveau mouvement de danse, de nage, de crawl. Et l'idée, en effet, comme tu dis, c'est que finalement, il y en a il y avait une gymnaste qui avait pas du tout le corps par rapport aux standards de la société pour être gymnaste, mais qu'elle a réussi à transformer sa singularité en un atout et devenir une grande championne. C'est ça. Et c'est pas facile en fait de trouver sa singularité quand on a 16 ou 18 ans. On aimerait bien être singulier à ce moment-là, mais moi je savais pas ce que j'avais, mis à part voilà, je savais que j'aimais danser. Mais j'avais pas trouvé le moyen d'intéresser. Donc voilà, il a fallu qu'on m'apporte des outils et cet outil, c'était vraiment la compréhension du mouvement, la biomécanique, quelque chose voilà qui m'amenait vraiment mon langage corporel quoi. Donc ça c'était voilà, ça a été une révélation. Sachant que même à 40 ans, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur singularité. Encore. Oui, je pense parce que ça nous oblige. Nous, c'est vrai que très tôt, on nous juge. Enfin, c'est dur comme mot, mais c'est quand même ce que moi j'ai vécu, c'est-à-dire que on juge notre physique, on juge toujours ce que l'on fait, voire ce que l'on est parfois, même si on nous dit attention, vous n'êtes pas ce que vous faites. Quand même, quand on danse, tout est un peu mélangé, et donc ça nous demande une réflexion. Une acceptation dans un premier temps. Moi, j'acceptais. Voilà, je suis très rigoureuse, donc j'aime ça. Voilà, donc j'acceptais, mais je comprenais pas trop comment j'allais pouvoir me sortir de ça. Voilà, c'est quand même une période pleine de doutes, mais qui nous oblige en fait à se dire ok, je fais pas 1m80, je suis pas assez souple, j'ai pas assez de coups de pied, j'ai pas ça. Donc ça faut l'accepter. On est en pleine adolescence, donc on se trouve pas super.
Et bon, alors qu'est-ce que j'ai? Alors au début, on a ça. On a vraiment juste quoi, un petit truc, une petite phrase. Bon, bah ça c'est et on s'accroche à cette petite phrase. Et au final, maintenant avec le recul, je me dis mais j'avais plein de choses à dire. Voilà, j'aurais pu dire plein de choses, mais bon voilà, il faut prendre confiance en soi Et et prendre confiance en soi, c'est la clé. voilà. Donc On est d'accord. et c'est l'avantage, c'est sûr que bah quand on arrive, on a 30 ou 40 ans, on a fait ce parcours. Donc on a peut-être un petit peu d'avance sur Ouais. quelqu'un qui a pas eu ce parcours de sportif professionnel. Mm. Donc là, du coup, tu sors de l'équipe de tes études, tu découvres cette nouvelle passion Mm. professionnellement. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors après un petit passage donc par la scène, par le biais de cette école, Mhm. je vais monter mon école de danse et il y a une chose qui est dans ma tête, c'est d'avoir des enfants. Je... c'est primordial. Je suis persuadée que si je laisse passer le temps, je n'en aurai pas et je peux pas concevoir ma vie sans avoir d'enfants. Donc là, quand je suis diplômée, j'ai 22 ans. Voilà. Je suis la plus jeune diplômée de mon école à 22 ans. Quand on me donne mon diplôme, on me dit bon, tu es un peu jeune, mais voilà, on accepte quand même. Voilà, je réussis tous mes examens. J'aurai une bourse parce que j'ai d'excellents résultats en anatomie physiologie. Comme je suis passionnée, j'arrive à un résultat proche du 20 sur 20 donc dans les examens. Donc on me donne une bourse pour travailler une année supplémentaire. Donc sortie de ça, je suis assez claire que la scène n'est pas mon univers, même si j'aime bien. Mm. Donc je veux enseigner et en même temps je veux faire des enfants. Donc là je monterai mon école je commence à enseigner en 1996 et je crée mon école en 1998. Donc hyper rapidement. Oui, voilà, à Ouais. 24 ans. Ma fille naît en 2000. Ok. Voilà. Et là, quand tu as créé ton école, comment ça s'est passé? Parce que j'imagine qu'il fallait des moyens financiers pour pouvoir Non, trouver un local. Non? non, absolument pas. En fait, quand j'ai commencé à chercher du travail après mon diplôme, j'ai trouvé dans des associations de jobs, voilà, pas très loin. Je crois que c'était à 30 kilomètres. Et puis je me suis installée dans la ville donc à Tarare au milieu pour pouvoir faire les trajets. Donc j'ai loué un appartement et puis le travail en association ne me convenait pas, c'était pas assez les personnes n'étaient pas assez rigoureuses dans leur pratique, c'était surtout ça qui me convenait pas. Donc j'ai commencé à regarder où je pouvais éventuellement intégrer des écoles. Donc j'ai commencé à travailler dans des écoles de Roanne qui étaient pas très loin mais quand même un peu loin et Mâcon dans des écoles privées. Et j'ai vu qu'à Tarare, il n'y avait pas d'école. Donc il y avait une école qui était fermée. Donc j'ai déposé un CV dans cette école et on m'a contacté en me disant bah, la salle est allouée, mais voilà si vous voulez. Donc ça s'est fait sans aucun moyen. Trop chouette. Voilà, du jour au Mm. lendemain, j'ai monté cette école en septembre 1998 et on a fait de la publicité et puis on a eu, je crois, dès la première rentrée, je crois que j'ai eu 70 élèves, ce qui me paraissait énorme. Et l'école en 5 ans est arrivée à presque 500 élèves. Ça a été Super. voilà, ça a Ouais. été vraiment et ça c'est des années super de créativité. On a fait beaucoup de choses avec les élèves sur scène. Ce qui m'intéressait, alors après voilà aussi, j'étais très intéressée par la créativité. C'était monter des spectacles. Ça c'était pour moi voilà, je m'éclatais vraiment avec mes élèves, les emmener dans une création. C'était un peu plus que des spectacles de fin d'année. C'était vraiment réussir à avoir des thèmes, à avoir des projets presque un peu professionnels avec des amateurs. Donc pendant 10 ans, j'ai travaillé toute seule dans cette école avant de me détourner de la danse pour passer donc à d'autres activités. Et avant qu'on parle du coup de ces autres activités, du coup tes élèves c'était à la fois des enfants et des adultes?
Oui, oui, parce que Ouais. j'enseignais le classique, le jazz, j'enseignais les claquettes parce que je suis aussi diplômée en claquettes, le contemporain parce que j'avais les diplômes aussi de anglais de contemporain, et un petit peu de ce qu'on appelait à l'époque ça s'appelait du funk, je me souviens. Ça s'appelait, il y a plus, ça n'existe plus ça. C'était, on va dire, une petite ancêtre du hip-hop, je pense. Et donc oui, ça démarrait à 4 ans en éveil et j'avais des adultes au bar au sol. J'aimais déjà bien ce public adulte, public ado. Non non, ouais, et j'adorais ça. Vraiment enseigner, j'adorais. C'était vraiment très très chouette. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es détournée de la danse? Je m'en suis pas vraiment aperçue. J'avais envie. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de formations. J'avais déjà donc touché pendant mes études, le fameux danse-études, j'avais touché au pilates, au yoga. Ça m'intéressait. J'avais aussi fait du chant et j'ai toujours fait des stages de danse chaque année pour me former, continuer à me former. Puis à un moment, je me suis dit tiens, je vais revenir au pilates. Donc j'avais envie de d'autres formations. Donc j'ai commencé à prendre des cours à Lyon de pilates. Et puis très vite, ça m'a amené à partir aux États-Unis pour à la fois lier la danse, le pilate, le yoga, les thérapies corporelles. Donc, j'avais vraiment envie de me former. Et puis, les États-Unis m'emmenaient un rapport à la danse qui était autre, enfin, un rapport à l'activité qui était très différent. C'est-à-dire que en danse, alors peut-être c'était au bout de 10 ans, donc j'avais 30 ans, 32 ans, je pense, oui, à peu près. Et en France, quand je me déplaçais dans des stages, bah, je commençais à être vieille. Voilà. Et on me le faisait un peu sentir. Enfin, voilà, parce que les stages étaient plutôt pour les ados, les adultes. Moi, j'étais maman. Et quand, donc, je me suis dit, bah, je vais partir à l'étranger pour faire ces stages. Je suis partie aux États-Unis où là, bah, déjà, vous avez tous les âges. Vraiment, vous avez vraiment des personnes jusqu'à 70 ans dans les cours. Donc ça, c'est super. On se sent beaucoup plus à l'aise. Il y a beaucoup moins de regards, beaucoup moins de jugement. Et donc, en plus, dans les cours de danse, ils chantaient, on faisait du pilates, on faisait du yoga. Enfin, tout se mélangeait avec beaucoup plus de simplicité qu'en France où tout était assez cloisonné. Donc je me suis vraiment reconnue et puis à travers la danse classique aussi, j'aimais beaucoup leur approche de toujours féliciter les élèves. Moi, j'ai été éduquée pour être une machine à erreur, c'est-à-dire à détecter les erreurs de mes élèves. Et je le fais super bien. Du coup, parce qu'on nous a enseigné comme ça. Un bon prof, c'est celui qui corrige bien. Donc, on cherche l'erreur. Donc, ils sont tous à la barre et tac, 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 on essaie de voir les erreurs très rapidement. Et moi, on m'a toujours dit, mais quand un professeur te corrige, c'est que tu vaux le coup. Voilà, c'est que on s'intéresse à toi, c'est chouette. Et aux États-Unis, pas du tout. On félicite tout le monde. L'erreur, on n'en parle pas trop. On donne la voie pour aller plus loin, pour s'améliorer, mais on fait pas de cas de l'erreur. Et tout ça pédagogiquement, moi, je me suis dit, ah oui, mais c'est ça que je veux. J'ai plus envie, en fait, de dire aux personnes ce qui va pas. Et ça a été, voilà, moi, je me suis vraiment reconnue dans cette pédagogie, dans cet enseignement. Je dis pas que les États-Unis ont tout juste et surtout, hein, c'est pas ça. Hein. C'est là, ce moment-là, c'est New York. En plus, c'est pas les États-Unis, mais c'est New York, donc c'est quand même pas non plus l'ensemble des États-Unis. Mais ils m'ont apporté ça et je suis revenue dans mon école en me disant, bah je veux ça, je veux encourager les élèves, je veux qu'en danse classique, enfin j'aimerais, pas je veux, mais j'aimerais qu'en danse classique il n'y ait pas que des gens minces. J'aimerais que tout le monde puisse se sentir avec cette grâce parce que finalement parfois on se plaît dans cet élitisme de grâce, de voilà, c'est réservé et non, ça n'est pas réservé en fait. Ça peut être ouvert à tout le monde, à tous les physiques. Moi, j'ai vu des élèves, des ados qui étaient plutôt rondes, plutôt avec des physiques carrés et qui étaient d'une beauté incroyable en danse classique, qui justement, qui prenaient un autre chemin comme on a dit tout à l'heure. Et c'est ça, voilà. Et c'est alors. Ça a commencé par me détourner un petit peu de la pédagogie française. Et puis ensuite, eh bien, je me suis détournée complètement pour aller vraiment sur une recherche corporelle, pour encore plus élargir, voilà, mon public et puis ce que je disais. Donc, et naturellement, j'ai pas eu l'impression d'arrêter la danse parce que
même dans mes cours à l'heure actuelle, c'est pas loin de la danse. C'est évidemment, on n'est pas en musique, on n'a pas cette recherche artistique et créative, mais dans les fondamentaux, je la sens dans mon corps. Mhm. Et du coup, entre le moment où tu avais ton école de danse et le moment où tu as créé ta méthode dont tu nous parleras après, euh, comment ça s'est passé la jonction? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Est-ce qu'un jour tu t'es dit, j'arrête l'école, je lance ma méthode? Comment ça s'est passé? Alors ça s'est fait progressivement. Donc au bout de 10 Mm. ans, je commence à intégrer des professeurs. Alors ces professeurs, j'ai beaucoup de chance parce que ce sont des anciens élèves. J'ai eu aussi une chance folle pendant ces études, pendant cette école de danse. J'ai eu au moins une quinzaine d'élèves qui sont devenus professionnels. Et qui ont ce souhait d'enseigner. Donc, alors que je n'étais pas du tout école professionnelle moi-même, j'ai jamais fait de concours. Enfin, je les ai jamais emmenés au concours. C'était pas, ça me ressemblait pas. J'avais pas envie de ça. Mais voilà. Donc, j'ai eu des élèves qui ont pu prendre la suite. Donc une, puis deux, puis trois. Donc ça m'a libérée petit à petit pour commencer à enseigner le Pilate au sein de mon école de danse. Donc, je gardais quelques cours de danse et j'enseignais le Pilate. La méthode j'étais très rigoureuse en plutôt Romana Pilates, que j'avais été formée en Romana, donc méthode originelle. Et puis j'ai commencé vraiment à lâcher complètement quand j'ai déménagé sur Lyon. J'ai déménagé pour un motif personnel, c'est que mes enfants, mes deux filles que j'élevais seules, grandissaient et je voulais pas être éloignée d'elles. Donc j'ai pris le parti de déménager pour qu'elles puissent faire leurs études à Lyon. Elles avaient quel âge à cette époque-là? Alors ma plus petite était en troisième et la plus grande était en terminale. Voilà, quand on a fin de quatrième et fin de première, en fait, on a déménagé. Et donc, je sais plus quel âge ça fait. Ça doit faire dans les 13 et... Ouais, c'est ça. Ouais, 13, 14. Ouais. Mm. Voilà. Et donc, on a déménagé à Lyon. Donc, j'ai fait les trajets au départ. Et puis, j'ai pris d'autres professeurs pour gérer les cours petit à petit. Moi, à Lyon, je travaille en cabinet de kinésithérapie. Donc, je commence à développer aussi une clientèle en cabinet de kinésithérapie et je ne fais que diriger l'école. Et puis, cette année, l'école de danse a malheureusement, en fait, mon départ, ça c'est peut-être le regret et encore, c'est pas vraiment un regret puisque je trouve que c'est un chemin, c'est juste un chemin. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à vraiment quitter, les cours n'ont pas fonctionné avec d'autres professeurs. Ni en danse d'ailleurs, ni en pilates. Et puis le confinement a complètement anéanti cette école. Il y a eu les deux côtés, c'est-à-dire le fait que moi je sois à Lyon, les gens se sentaient un peu abandonnés aussi, puisque du coup je travaillais là-bas et le confinement faisait qu'on pouvait plus pratiquer comme on voulait. Et donc là vraiment depuis septembre l'école n'existe plus. Ok. Voilà. Mais... avis aux personnes qui nous écoutent, qui sont à Tarare et qui ont envie de réouvrir l'école, c'est possible. C'est ça, voilà. Mais j'ai pas vraiment de regrets. Je dirais que c'est ainsi. C'est vraiment un chemin. Évidemment, j'aurais aimé que l'école continue parce que je l'avais créée. Elle aurait 25 ans. Donc voilà. Mais c'est aussi les élèves qui décident, hein. Voilà, hein. C'est eux qui décident s'ils ont envie ou pas de faire continuer leur école. Bah, quand il y a plus d'élèves, il y a plus de profs, hein. Ouais, forcément. Voilà. Donc là, du coup, tu t'installes à Lyon, tu commences à donner des cours de quoi, de pilates, du coup? Oui. Je suis sur machine réformeur, la machine de pilates de renforcement musculaire, et je suis dans 2 cabinets de kinésithérapie, donc Okay. sur Lyon jusqu'au confinement. Où je serai arrêtée complètement. Et comme j'ai donc 7 réformeurs qui sont pliables, au jour du confinement, je décide de les prêter à mes élèves. Voilà, je sélectionne 7 élèves qui peut-être les plus motivés ou ceux avec qui j'ai plus d'affinité. Et je leur dis, est-ce que vous voulez, pendant cette période de confinement, prendre les réformeurs chez vous pour pratiquer et l'aventure en ligne commence. Donc, c'est né d'une opportunité. Voilà, c'est
Le jour, hein, vraiment le jour du confinement, j'ai cette idée. Je trouve que c'est le seul moyen qu'on puisse continuer à avoir une activité physique et moi une activité professionnelle, parce que vraiment tout s'arrête, hein. Et j'en ai pas du tout envie. Et les élèves acceptent, et c'est vrai que je travaillerai énormément en ligne en fait. Parce que comme ils sont en plus beaucoup plus disponibles, ils ont envie de prendre plus de cours. Donc certains prennent jusqu'à 2 cours privés par jour. Donc j'arrête pas. En fait, je pratique sur mon réformeur. J'en ai un chez moi aussi pliable, et je pratique avec mon écran. Et on vit des choses super aussi. Enfin, vraiment, c'est encore une autre expérience, mais c'est vraiment très agréable on rentre dans l'intimité des personnes quand on est en ligne. Mm. Parce que justement, les personnes vont se montrer peut-être plus au naturel. Il y a personne à côté de nous, on est dans notre zone de confort, on est chez nous, donc ça amène encore une autre pédagogie. Il faut se réinventer au niveau de la pédagogie. On n'enseigne pas de la même façon en présentiel que sur un écran, parce qu'il faut que les choses passent de la même façon, qu'elles soient tout au moins aussi intenses. Et donc, c'est un autre challenge, mais j'aime bien. Je me dis ah oui, comment faut travailler sur de la précision verbale, travailler sur la voix, beaucoup plus un travail de voix que de visuel, puisqu'on peut pas et regarder le prof et faire. Donc, un travail de répétition aussi plus important, des exercices clairs, simples, précis. Donc tout ça m'amuse. Enfin, je suis assez contente. Et en même temps, l'aventure Instagram commence aussi en même temps. Ouais. Donc là, tu lances ton compte. T'avais déjà un compte Instagram ou tu le... Alors j'avais un compte Instagram que mes enfants m'avaient créé, et il devait y avoir, je crois qu'il y avait pas de photos. Elles avaient ouvert ce compte. Donc non, j'avais rien. Enfin, il était ouvert, mais je n'avais rien. Et la première photo du compte, je crois, c'est le premier cours en ligne, le jour du confinement, où ma fille, la plus jeune, me prend en photo sur mon tapis. Et voilà. Et ça démarre. Et c'est l'aventure Instagram aussi qui démarre. Et là, à ce moment-là, est-ce que tu as la conscience d'avoir créé une méthode ou pas encore? Non. Non, j'ai pas du tout. Non, j'ai pas du tout la conscience d'avoir créé quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais déjà la particularité, c'est que je n'écris rien. Quand j'étais prof de danse ou quand je prépare pas mes cours. Comme mes spectacles, je les préparais pas. J'aimais bien créer avec ce challenge toujours un peu. Ça me plaît d'être. Ce qui me plaît, c'est d'être dans l'instant. Et je trouve que dans l'enseignement, quand c'est préparé, c'est réchauffé. Et du coup, on n'est plus dans cette découverte. Et moi, j'ai eu cette expérience. En fait, je la tiens de mon examen. Quand j'étais donc en examen pour être prof de danse, on nous préparait. Donc on prépare des cours et on passe devant un jury. Tout d'abord, un examen de danse, on passe la première année la partie technique pour évaluer, un petit peu comme au patinage artistique. Vous savez, vous avez une chorégraphie technique, vous avez une note, et une chorégraphie artistique, vous avez une note. Et là, on évalue si vous êtes capable techniquement d'être professeur. Après, vous avez des examens d'anatomie, physiologie, kinésiologie, musique et histoire de la danse. Et puis après, en dernière partie, vous avez un examen qui s'appelle pédagogie, kinésiologie, où là, toute l'année, vous préparez le moment où vous allez donner un cours. Un cours à des enfants et un cours à des élèves dits intermédiaires ou avancés ou professionnels. Et pour moi, je trouvais ça stupide. Enfin, je me disais, mais c'est pas possible que je donne le même cours toute l'année, même s'il est excellent, puisque vous avez préparé. Donc, vous savez absolument tout de ce cours. Et même c'est entre nous, c'est chiant. Enfin, oui, c'est carrément. Et du coup, mais bon, il fallait se plier. La directrice, c'était il fallait, c'était les chances de réussite de cet examen. Et le jour de l'examen, je n'ai pas du tout donné mon cours. Je n'ai pas donné le même cours. Et donc à la fin, j'ai eu une excellente note. Et mais et je me suis dit c'est impossible. Je peux pas être naturelle sur quelque chose que je découvre pas. J'avais besoin de découvrir avec les enfants pour m'amuser tout autant qu'eux. Et ça, je garderai ça toute ma vie et encore maintenant. J'ai besoin de découvrir mon cours en même temps que mes élèves pour qu'ils soient bons.
Enfin bon, je sais pas s'ils sont tous bons, mais S'adapter par rapport à leurs problématiques du jour, et qu'intellectuellement ce soit intéressant, parce que sinon on n'est que des répétiteurs de de choses déjà. Enfin, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin, je n'en trouve pas. Donc voilà. Donc j'ai toujours eu ce challenge. Alors je sais plus pourquoi je te racontais ça. Du coup, Je me demandais si tu as vu la création de la méthode. Ah voilà. Donc je me suis jamais posée vraiment sur le fait d'écrire quelque chose au niveau de la méthode. Elle est venue vraiment à moi au fur et à mesure de mes formations. Alors je fais toujours des formations, hein, et, beaucoup de lectures aussi anatomiques. Enfin, je suis toujours encore beaucoup animée par ça, et je prends beaucoup d'informations. Là maintenant, je recherche beaucoup maintenant sur Internet, je lis beaucoup de recherches scientifiques, par exemple. Alors je comprends pas toujours tout, hein, mais voilà, ça me nourrit. J'adore ça, et donc de tout ça, en fait, j'en garde, je sais pas, un petit peu, 10% sans vouloir vraiment le garder. Et bah, ça s'est mis en moi petit à petit. Et cette méthode, en fait, elle est en perpétuelle évolution, et j'espère qu'elle le sera tout le temps, parce que, en effet, sinon, ce serait l'ennui pour moi. C'est pas quelque chose de figé. Je crois pas au travail figé sur un corps. Je crois pas non plus au travail, identique pour tous, parce qu'on est tellement tous différents, que cette singularité, justement, on en parlait en début, il faut la nourrir, en fait. Il faut surtout pas l'effacer, à essayer de tout normaliser, essayer de donner justement des clés pour chacun. C'est vraiment ce qui est agréable dans mon métier de transmission, parce que c'est vraiment un métier de transmission, c'est-à-dire que je vais chercher des infos, je le pratique, je le ressens, et puis après j'essaie de transmettre pour la personne qui en aurait éventuellement besoin. Et donc là, pour les personnes qui connaissent pas du coup la méthode Céline Roy, est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? En quelques mots, alors c'est une méthode de renforcement musculaire. Je suis partie vraiment de mon métier, enfin mon deuxième métier qui était le Pilate, donc qui est une méthode aussi de renforcement musculaire. Et puis donc je lui ai ajouté une notion qui est très importante pour moi, c'est une notion de respiration avec la phonation, parce que dans chaque cours, je vais commencer par libérer les élèves de leur stress biomécanique, de leur fatigue, réénergiser. Donc ça, c'est une première partie de la méthode, elle est vraiment basée là-dessus. La deuxième partie de la méthode, donc, c'est du renforcement musculaire profond, et qui est basé sur la musculation en excentrique, c'est-à-dire dans l'allongement, avec un objectif plutôt toujours de redresser la posture. C'est vraiment un travail postural, d'affiner la silhouette. Et puis le troisième chose que je travaille, c'est la mobilité. Je travaille beaucoup sur les fascias, qui sont pour moi des transmetteurs, d'ailleurs comme les hormones, très importantes dans l'activité physique, qui vont venir accompagner l'activité physique. Rester donc dans la tonicité des fascias, leur élasticité, c'est aussi rester dans une jeunesse corporelle. Donc elle a vraiment 3 temps, cette méthode: un temps de respiration, un temps de musculation et un temps de mobilisation. Et c'est ces 3 choses qui construisent la méthode dans un cours d'1 heure. Super. Et d'ailleurs, on en parlait hors micro avant. Je voyais en préparant ton interview que comme tu disais, que tu te formes régulièrement, et tu t'es notamment formée à la méthode de Bernadette de Gasquet, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer, qui est une femme absolument exceptionnelle. Et là, d'ailleurs, c'était mon dernier épisode avec Ludovic Leroux, Oui, c'est ce qui que est aussi la méthode aussi du nerf vague, qui est assez, enfin voilà, quand on découvre la puissance du nerf vague, et c'est assez fou l'impact que ça peut avoir dans notre vie. C'est ça, et c'est une belle rencontre avec Ludovic, qui mettra en fait des mots scientifiques sur ce que je fais déjà. C'est-à-dire que moi, je découvre un problème de voix pendant mes études de danse en tant que danseuse classique, enfin professeur de danse classique. Moi j'avais la chance d'avoir un pianiste, donc on doit parler au-dessus du piano, donc on force quand même beaucoup la voix. Et le soir, j'avais toujours la voix enraillée. Tu m'en parlais tout à l'heure, hein. Voilà. Ouais, pour les personnes qui ont Fatiguée. l'habitude de m'entendre, j'ai la voix fatiguée. Je ne pouvais plus parler il y a 2 jours. C'est ça. Et moi, c'était tous les soirs avec ce sentiment de corde vocale fatiguée, un peu irritée.
Et donc je travaillerai avec une phoniatre qui était une chanteuse lyrique, donc qui va rééduquer mes cordes vocales. On pensait que j'avais peut-être des kystes sur les cordes vocales ou des choses comme ça. Finalement, je n'avais rien. Il fallait juste donc elle m'a réappris à rééduquer, à chauffer ma voix un peu comme une chanteuse. Pendant 2 ans, j'ai travaillé avec elle et j'ai découvert plein de choses, mais je n'avais pas les mots pour savoir ce que c'était, cet état dont ça me mettait, voilà. Et j'ai commencé donc dans mes cours à faire chanter mes élèves. J'étais au piano et je leur faisais des petites notes et on chantait ensemble parce que je trouvais que ça amenait une détente, mais je ne savais pas en fait que j'activais le nerf vague. Et c'est en faisant la formation de Ludovic que je rencontre. Alors c'est pareil, je cherche une formation et Ludovic, je l'écoute sur un podcast. Et ça m'intéresse, le côté neurosciences. J'ai vraiment envie de comprendre des choses et je lui demande si, en tant que danseuse, professeure de renforcement musculaire, je peux intégrer une de ces formations professionnelles. Et donc il m'accepte avec plutôt des personnes qui sont dans le développement personnel, hein, psychologue, psychiatre, voilà. Donc je suis la seule finalement qui suis plutôt dans le sport et j'apprendrai plein de choses pendant cette formation. Donc diplômante on est coach en théorie polyvagale suite à cette formation et il mettra vraiment des mots sur donc cette respiration que je demande avec la phonation qui va faire vibrer les cordes vocales et qui va déclencher en fait le nerf vague, le 10e nerf crânien pour amener un état de détente, voilà. Donc, et Bernadette de Gasquet, elle joue aussi un rôle très important. Je fais ces formations, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait, je sais peut-être pas toutes faites, mais j'ai même été jusqu'à travailler. Je suis formée en pré et postnatal. Je n'ai jamais enseigné. Je n'ai jamais enseigné ça, mais ça m'intéressait en fait de connaître un petit peu l'activité physique quand on est enceinte et après, parce qu'il y a beaucoup de changements corporels. Et cette formation m'aide pour comprendre les changements de la ménopause. Ouais. Donc rien n'est jamais vain en fait. On fait toujours quelque chose pour une raison, même si c'est beaucoup plus tard. Et le travail de Bernadette de Gasquet, je l'ai beaucoup intégré sur tout ce qui est justement postural, ce travail d'allongement de la silhouette, de partir vraiment du travail du bas du corps jusqu'en haut. Elle a mis des mots sur mon travail de danseuse, même si elle écoute ton podcast, je sais qu'elle est pas pour la danse classique, elle est pas pour le pilate, elle l'a beaucoup exprimé, mais ça a mis des mots sur ce que la danse classique demande en effet, sur cet engagement. Moi j'appelle ça le corps droit, corps gauche et hop l'autograndissement que Bernadette aussi fait, et au final voilà, ça a mis aussi, je me suis dit, ah oui, elle aussi elle a une approche très biomécanique, elle est médecin, Bernadette de Gasquet, et ouais, en fait elle, pour ceux qui connaissent pas son histoire, ce qui est incroyable, c'est que Bernadette elle a une première carrière, elle est devenue prof de yoga et en fait elle a compris des choses par rapport au périnée et elle s'est dit, en fait, pour pouvoir être légitime, il faut que je devienne médecin. Donc, à 40 ans, elle a repris ses études pour devenir médecin. Elle a divorcé au milieu de tout ça. Elle a fini médecine et elle a jamais enseigné elle a jamais enseigné. Elle a jamais été médecin. Elle dit les seules ordonnances qu'elle ait prescrites, c'est des médicaments qui ont été maintenant interdits. Oui, c'est un parcours. Elle est incroyable. Ouais. Voilà. Et elle a fait beaucoup avancer dans la remise en forme, évidemment, sur tout le travail qui est périnéal, évidemment. Et elle a, voilà. Et en fait, moi, c'est un peu tout. Je n'ai pas gardé tout de ce qu'elle propose. Ouais. Oui, tu picores de chaque méthode ce qui te correspond à toi et. Oui, ce à quoi je crois, peut-être aussi, voilà, par rapport à ce que je ressens, et il y a des choses dans le pilate que je n'ai pas gardé, que je trouve pas intéressantes. Chez Bernadette, c'est pareil. Dans la théorie polyvagale, évidemment, je prends pas tout non plus parce que sinon on ferait plus de cours de remise en forme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce côté multidiscipline dans un même cours pour arriver à un résultat. Voilà, c'est vraiment ça. Et à partir de quand? Parce que là aujourd'hui, donc ta méthode, elle est reconnue et finalement c'est un peu la cible sur laquelle tu travailles, qui sont les femmes à partir de 45 ans. À partir de quand t'as décidé t'as décidé, où tu t'es rendu compte que finalement cette méthode s'appliquait au mieux pour cette typologie de femmes?
Alors au départ, en fait, la méthode, elle a été plus pour les hommes. C'est marrant d'ailleurs, parce que je l'ai enseignée plus en cabinet de kinésithérapie sur des hommes. J'ai ici aussi enseigné donc sur des athlètes de haut niveau qui étaient un public masculin, l'engagement justement du corps droit, corps gauche, l'autograndissement et cette respiration avec le nerf vague pour la récupération. Donc elle n'est pas forcément ciblée pour les femmes. Je dirais qu'elle correspond à trois types de personnes. Les femmes qui vont traverser la ménopause parce que le bouleversement hormonal les emmène dans une période très stressante. Les hommes qui traversent par leur charge mentale due à leur travail une période très stressante. Et les athlètes de haut niveau qui ont besoin de gérer leur stress et besoin de gérer la récupération. Le dénominateur commun, c'est le stress en fait. Donc et c'est vrai qu'une jeune femme de 20 ou 30 ans, je dis pas qu'elle est pas stressée, mais voilà, son corps aura. Moi, quand je parle de stress, c'est du stress biomécanique qui engendre des inconforts corporels. Hein, c'est pas un stress où je tremble parce que j'ai peur. Hein, c'est pas ce stress-là où c'est du stress chronique. C'est du stress chronique qui se sent. Voilà. Ouais. Et que t'arrives même plus qui devient chronique, mais que t'arrives même plus à identifier d'où vient. Tout à fait. Les personnes me disent souvent non, je suis pas très stressée. Et puis en fait, quand on fait des petits bilans corporels, on se dit ici il y a quand même beaucoup de zones très. Le stress en fait va immobiliser les articulations, va nous enlever de la mobilité. Donc c'est pour ça que c'est en lien aussi après avec mes exercices de fascia et de mobilité, va engendrer donc des douleurs, des raccourcissements. Donc c'est c'est en ça où finalement tous les profils peuvent être abordés avec ces dénominateurs communs qui est le stress et cette immobilité. Je me suis aperçue que j'enseignais ma propre méthode dans ce cabinet de kinésithérapie où on commençait à me dire mais tu fais quoi? Tu es prof de quoi exactement? Est-ce que ça ressemble un peu à du yoga ce que tu fais? Ça ressemble et donc j'ai commencé à me dire je fais un peu ma méthode. Donc je disais pas méthode Céline Roy parce que je trouvais que c'était pas du tout modeste. Et puis quand on a déposé la méthode, mon nom de famille est venu naturellement. Donc voilà, on l'a appelé de mon nom. Mais c'était il y a à peine 10 ans, on l'a déposé il y a 5 ans et c'était un peu avant, peut-être 3 ans avant, où vraiment j'ai commencé à assumer, grâce aussi à mes élèves qui m'ont poussé à dire mais non, mais dis-le que voilà. Et ce qui m'a poussé aussi à dire que c'était ma méthode, c'était pour ne pas décevoir des gens qui voulaient s'inscrire par exemple dans du Pilates que je ne fais plus. Ouais. Si on vient dans mes cours par souci aussi de transparence, de transparence et puis d'intégrité par rapport à ce qu'a fait Joseph Pilate que je connais, c'est une méthode que je connais bien, que j'ai longtemps pratiquée et que je respecte beaucoup, tout comme De Gasquet, comme j'ai vraiment beaucoup de respect pour toutes ces méthodes et donc je veux pas mentir, voilà, ce que je fais dans mon cours, parce que un mélange de tout ça, plus maintenant quelque chose que j'apporte moi par ce travail sur les hormones, ce travail sur le ventre qui met vraiment que j'ai pris nulle part, qui est vraiment mon travail à moi. Ouais. Et donc là aujourd'hui, t'as une très belle communauté sur Instagram. Ça c'est quelque chose sur lequel du coup tu t'es fait accompagner ou tu Alors oui, dès le départ, le moment du confinement où je laisse mes réformeurs à mes élèves. Dans une de ces élèves, il y a donc une amie que j'ai depuis très longtemps, qui me suivait déjà à l'époque de Tarare, qui est attachée de presse. Et comme moi, je suis toujours très timide et très réservée, à ce moment-là, elle me dit là, tu n'as plus le choix, c'est-à-dire qu'il faut que tu passes sur Instagram. Donc moi je sens évidemment l'urgence, donc j'accepte évidemment. Je dis bah oui. Donc on a fait les sites internet ensemble, on a travaillé donc sur l'Instagram et elle m'a pendant je dirais presque. Alors la première année c'est sûr, la deuxième année j'ai commencé à travailler un peu toute seule, mais la première année elle a validé absolument toutes les vidéos que je mettais parce que je ne savais pas en fait ce qui. T'avais pas les codes. Non.
J'avais pas les codes, je savais pas ce que je pouvais mettre, jusqu'où je pouvais aller, ou et puis alors je regardais ce qui se faisait. Alors au début, on essaie un peu de faire ce qui ce qui plaît, hein, pour essayer de d'attirer un petit peu, mais je me reconnaissais pas du tout dans ce que. Donc et à un moment où voilà, on a mis ma singularité encore une fois, ce qui moi je suis quelqu'un d'assez calme, d'assez lent quand je fais les mouvements, donc je suis restée dans ce que je savais faire, et puis ça a commencé à fonctionner assez vite. La première année, on est monté, je crois, à 10 000 abonnés. Et puis on a eu la deuxième année, on a vraiment stoppé à 15 000, mais pendant très longtemps, comme si plus rien ne bougeait. Alors j'avais eu un problème aussi avec mon compte parce qu'on me l'avait piraté. Donc je pense que j'avais été aussi un peu bannie, c'est-à-dire qu'on me montrait pas beaucoup, j'avais pas une évolution, mais bon, 15 000, je trouvais déjà que c'était énorme, hein. En toute honnêteté, moi je trouvais que déjà, waouh, 15 000 personnes, vous vous rendez compte? Enfin, c'est incroyable quand même d'être suivi par 15 000 personnes. J'étais déjà très flattée, donc je cherchais pas spécialement. Et puis un jour, j'ai fait une vidéo qui a été un peu, je sais pas si on peut dire virale, mais qui a été vue, je crois, 500 000 fois, quelque chose comme ça, qui parlait de la ménopause, où je m'exprimais justement sur le ventre. Et à partir de ce moment-là, c'était en décembre l'année dernière, on est passé de 15 000 à maintenant, je crois, on est à 84 000. Avec une croissance très régulière et des gens voilà qui sont intéressés par la méthode et voilà donc et je suis alors j'ai toujours maintenant cette amie est devenue mon agent. Elle gère toutes les tous les événements que je peux créer. Enfin, elle est vraiment avec moi pour gérer dans le tout ça, projet. mais elle ne valide plus. Des Je postes. travaille seule. Voilà, c'est passé. Je travaille Ouais. seule. Mes posts, est-ce que je publie et tout ce qui Instagram, c'est vraiment moi qui le gère de A De à Z. façon autonome. Ouais, voilà. Ouais, Génial. je préfère. Enfin, je préfère comme ça reste authentique, même si je réponds pas à tous les messages. Ouais. Je préfère. Que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde, ce serait pas authentique. Hmm. Aujourd'hui, sur ton site, tu le mets en avant que t'as des célébrités qui suivent ta méthode. Mhm. Comment, notamment Carla Bruni, comment tu l'as vécu le fait que ce type de personne, enfin surtout, j'ai envie de dire Carla Bruni qui a été ancien top modèle, c'est pas Ouais, juste une personnalité, c'est pas juste une personnalité publique, c'est je suis ravie et puis surtout je suis ravie parce que c'est les personnes les personnalités avec qui je travaille sont des êtres adorables. Donc c'est des rencontres. Moi je suis très curieuse donc c'est j'aime rencontrer les gens, que ce soit mes élèves ici dans le studio ou des personnalités. Carla Bruni, en fait j'ai donné un cours à une de ses amies à Paris qui lui a parlé de mes cours et du coup la fois d'après elle est venue avec elle. Elle a beaucoup aimé. C'est elle qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle voulait continuer les cours avec moi en ligne puisqu'elle est à Paris, je suis à Lyon. Donc on a commencé voilà comme ça, à se voir une fois, deux fois par semaine. Et puis c'est régulier maintenant. On travaille ensemble. Donc soit je vais chez elle, soit c'est en ligne. Et je suis évidemment, je suis flattée. Je suis flattée parce elle aime beaucoup, elle aime beaucoup la méthode. Et puis je suis heureuse parce c'est un être exceptionnellement respectueuse, adorable, intelligente, drôle. Enfin, je ne la connaissais pas. Alors, je la connaissais pas beaucoup. Je suis encore une fois, je suis pas très consommatrice de médias, d'Instagram, comme je te disais. Donc du coup, je les découvre. J'ai pas de je n'ai pas d'a priori parce que je ne les connais pas. Donc et voilà et pour Estelle, il y a Estelle, c'est elle qui m'a suivie d'elle-même, je crois. Et puis quand j'allais à Paris, je lui ai proposé, je pense, de venir comme Valérie Trierweiler ou Sarah Poniatowski. Je leur propose quand elles me suivent, quand je vois qu'elles ont un intérêt pour ma méthode, voilà, je leur propose gentiment de si elles veulent la tester et si elles me disent oui, c'est super. Je crois que elles m'ont toutes dit oui, je crois. Enfin,
J'ai pas dû proposer non plus à énormément, mais et à chaque fois c'est des très très belles rencontres parce que elles sont intéressées par ce que je fais. Donc du coup, ce sont des élèves qui pour moi sont très agréables. Elles ont envie de de travailler. Et puis Estelle, on a fait un travail très régulier ensemble, en présentiel, en ligne aussi, et dès qu'on peut, on essaye de travailler ensemble, voilà. Super. Comment t'écoutes ton intuition? Moi, je ne suis guidée que par ça. Je sais pas faire autrement. Comme je note pas, comme je suis pas, je fais pas de to-do list, tout ça. J'ai l'impression, je sens les choses en fait. Et par contre, parfois, je sens pas. S'il y a quelqu'un je fuis, ça c'est un de mes défauts. Ludovic dirait que je suis sympathique fuyante selon la théorie polyvagale. Je suis dorsale et en même temps un peu sympathique fuyante, c'est-à-dire que je fuis tout ce qui m'est pas agréable. Donc c'est pas forcément qu'une qualité. Mais donc pour les personnes, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que si je vois que le contact n'est pas fluide, qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe pas forcément, on peut ne pas être amis, ou on n'est pas obligé d'être dans un lien très fort, mais il faut qu'il se passe quelque chose parce que sinon, c'est vrai que il faut pas perdre de temps. Enfin, encore une fois, je pense que c'est peut-être pas bien, hein, mais j'ai pas du tout envie de perdre de temps. Ça m'arrive rarement, mais quand je sens même dans la transmission, hein, même pédagogiquement, si je sens une élève qui n'est pas dans le lien avec moi, je sais que ça n'apportera rien aux deux. Donc ça sert à rien. On fera le cours et après en général je donne pas suite parce que il faut vraiment qu'il y ait moi je pense qu'en effet d'énergie, en effet de lien, en effet de fluidité, et il faut pas se couper de ça parce que ça recharge nos batteries les uns et les autres. Toutes les belles rencontres, tout ce qu'on peut se dire, tout ce qu'on peut, ça peut vraiment aider l'autre et ça peut m'aider aussi. C'est-à-dire je peux recharger des batteries, je peux regagner en vitalité si il y a une écoute, s'il y a quelque chose. Si on me fait pas confiance, ou parfois dans notre métier on peut avoir aussi affaire à des personnes qui ont besoin de nous mettre un peu en compétition. Est-ce qu'elle sait faire vraiment ce qu'elle raconte? Est-ce que si c'est comme ça, j'y vais pas. Ouais, autant mettre son énergie avec quelqu'un d'autre. On est d'accord. Voilà. Oui, les milieux de compétition sont pas faits pour moi. Ça c'est sûr. Ça je l'ai découvert au moment de la danse et du coup j'ai pas de temps. J'ai pas de temps pour ça. Comment tu célèbres tes réussites? Alors j'ai beaucoup de mal avec ce mot. Je célèbre rien. Célébrer, ouais. Non, réussite. Non, célébrer, ouais. C'est célébrer et fêter. Réussite, parce que ça me ramène pas à ce que je vis. J'ai pas l'impression que ce soit une réussite. Et puis surtout, j'avais pas l'impression de pas être dans la réussite avant. J'ai vécu des moments juste de grand bonheur en étant prof de danse à Tarare. J'ai vécu des moments de grand bonheur quand j'étais enfant à Digoin, des moments de grand bonheur encore maintenant. Donc ce mot réussite me gêne par rapport à ce que j'ai vécu avant et qui n'en serait pas du coup. Ça c'est non, je mets tout à peu près au même niveau. Donc par contre je me sens chanceuse. Je me sens vraiment chanceuse. Là, tout est simple en ce moment dans ma vie, je trouve. Même s'il y a beaucoup de travail, je trouve que tout est facile, justement, parce que je rencontre que des gens agréables, qui me sont agréables, qui ont envie de m'entendre, qui ont envie de partager avec moi. Ça, avant, c'était pas le cas. Avant, sur une journée, vous n'avez pas 100% des gens qui ont envie de vous voir. Donc ça, je suis chanceuse de ça. C'est-à-dire vraiment, je découvre ça. On se connaît pas et c'est tout de suite très agréable parce que tu as envie de m'interviewer, et c'est comme ça tout le temps. Les personnes qui viennent prendre un cours avec moi, je les connais pas, ils ont envie de prendre un cours, ils sont contents d'être là. Donc voilà, donc j'essaye vraiment d'être à la hauteur de ça.
Peut-être c'est ça, célébrer. J'essaie vraiment d'être à la hauteur de ce que la vie est en train de me proposer, mais sans parler de réussite parce que c'est pas un mot qui me... C'est quoi Voilà. d'ailleurs, c'est une question que je pose à chacun de mes invités, c'est quoi pour Ouais. toi la réussite? Pour moi, la réussite, alors si je prends ce mot, c'est j'aurais réussi si vraiment je m'éteins en étant à la hauteur de la vie. Pour moi, être à la hauteur de la vie, c'est très important tous les matins. J'ai un petit rituel, alors que je fais plus parce que mes enfants sont grands, mais je leur disais toujours en fin de journée, quel a été ton meilleur moment de journée? Parce que je pense que même dans la pire journée, il y a toujours une lueur, quelque chose. Il y a toujours quelque chose, et c'est très important de s'endormir avec cette lueur et pas de s'endormir avec peut-être peut-être 1 ou 2% de personnes qui vous ont embêté ou le temps, par exemple, quand il pleut. Oui, c'est vrai que c'est en ce moment il pleut. Bon. Mais on va pas s'endormir avec ça quand même. Donc la lueur, d'essayer de trouver chaque jour. Donc c'est ça pour moi. Si j'aimerais bien voilà avoir partir évidemment le plus tard possible, mais avec ce sentiment d'avoir été à la hauteur de ce qu'on m'a proposé. Voilà. Et pas, c'est qui n'est pas du tout une hauteur ni financière, ni justement de ces mots réussite, tout ça, mais d'avoir voilà, d'avoir appris au maximum, d'avoir pu donner aussi aux gens que je rencontre, si possible, et puis d'avoir été utile. Voilà, c'est tout ça pour moi une réussite. Je te partage à fond. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? À quel moment dans ma vie je me suis dit pourquoi pas moi? Bah peut-être maintenant. Ouais, pourquoi pas moi? On me demande mon avis. Je suis sur des plateaux télé. Je suis à la radio ou en podcast avec toi. J'aurais jamais pensé ça. Et ben pourquoi pas moi? Oui, c'est vrai finalement. Finalement, pourquoi pas moi? Ouais, je pense que c'est peut-être maintenant parce que en tant que danseuse, on m'a plutôt répondu pas toi. Donc j'ai pas eu l'occasion de me dire pourquoi pas moi. Enfin voilà, j'avais pas forcément et j'ai pas eu une grande place en tant que danseuse, même si ça m'a convenu, mais j'ai pas voilà, j'ai pas eu ce sentiment, alors que là j'ai le sentiment d'avoir vraiment beaucoup de chance. Ouais. Donc pourquoi pas moi? Pourquoi finalement oui, je l'apprends. Qu'est-ce que tu penses que la petite Céline de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle me dirait? Ah, je pense qu'elle me dirait bravo pour réussir à parler. Non, mais pas pour, mais pour réussir à parler. J'avais une timidité maladive. J'étais un petit peu à la limite on va dire, du trouble avec l'autre, quoi. Hein. Je me souviens que quand mes parents invitaient quelqu'un, je partais dans la chambre. Je ne voulais pas du tout voir. Je voulais voir que mon papa, ma maman et mon frère. Donc, et je ne parlais pas et je comprenais pas d'ailleurs pourquoi les gens parlaient autant. Je me souviens, je comprenais pas. J'avais l'impression qu'ils parlaient pour ne rien dire. C'était ce sentiment que j'avais. Et donc je dirais bravo parce que alors je parle moi tout le temps là en ce moment. Donc bah ouais, c'est bravo à toi. T'as fait un bon chemin sur ta timidité. Qu'est-ce que tu penses qui t'a aidé justement pour cette timidité? Qu'est-ce qui m'a aidé? Je pense que bah, peut-être Instagram hein, m'a forcé à l'écran peut-être. Ça m'a permis en fait de commencer à m'exprimer d'abord devant moi. On s'entraîne, on est caché derrière cet écran, et puis après de s'oublier un peu. Enfin, je pense que c'est Instagram qui m'a aidé, qui a été peut-être une thérapie aussi parce qu'on est surexposé. Alors moi je suis timide pour parler. J'ai jamais été timide puisque j'ai fait de la scène et corporellement je n'ai jamais été timide. Mais c'était les mots. En fait, j'arrivais pas à sortir les mots. Donc ça doit être un mélange de l'enseignement aussi qui m'a obligée à sortir de cette timidité. Mais soyons encore prudents parce que je ne suis plus timide parce que je parle de mon travail.
Si je suis dans un endroit où il y a beaucoup de monde, où on ne parle pas forcément de la méthode Céline Roy, c'est pas encore très fluide. c'est c'est pas encore voilà, je suis à l'aise quand même dans les petits groupes, voilà, et puis un peu caché derrière ma méthode. Mais ce qu'on fait aujourd'hui me fait beaucoup de bien sur ma timidité. Tu me fais parler, jamais j'ai parlé de mon enfance, ou jamais donc et finalement on se dit bah oui, pourquoi pas, ça c'est finalement c'est chouette aussi de parler de ça, hein. C'est un peu plus intime, et c'est pas grave. C'est comme si la timidité emmenait aussi beaucoup de pudeur, donc voilà. Donc je pense que c'est tout ça qui aide, et je te remercie parce que c'est finalement très libérateur aussi pour ma petite personne. Avec plaisir. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi, du coup, tes renoncements, toi, aujourd'hui? Alors là, je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir renoncé. Il doit y en avoir forcément. Si on fait des choix, il y a des renoncements. Non, je dirais renoncer à danser, mais j'ai pas cette sensation, comme je te disais, c'est pas vraiment un renoncement. Je n'en ai plus envie, enfin plus comme ça, plus de cette façon-là. Ah si, je pense que j'aurais aimé peut-être. Je suis très proche de mes enfants, mais encore une fois, il a fallu. Je suis toujours rentrée tard de mon travail. Il a fallu qu'elle s'occupe beaucoup seule. Donc peut-être c'est ça. J'ai été obligée, comme je ne voulais pas lâcher ni mon travail ni je voulais avoir des enfants, donc et c'était pas forcément facile. Donc peut-être j'aurais aimé avoir plus de temps pour elles. J'aimerais encore en avoir plus maintenant, parce que même si elles sont grandes, j'adore être avec elles. J'adore être voilà. Je trouve que c'est tellement chouette. D'ailleurs, j'ai failli en objet, tu disais, qui me représentait. J'ai failli dire aussi une photo. J'ai derrière mon portable, j'ai une photo. Toujours, c'est toutes les trois. Et cette photo, voilà, c'est le seul objet qui me quitte pas. Voilà. Et j'aimerais bien être un peu plus, voilà, un peu plus présente avec elle, un peu moins bousculée. Tu disais que tu avais eu la garde, enfin, la responsabilité de tes filles de très tôt. Oui, oui, j'ai malheureusement divorcé très tôt. Elles avaient 2 et 5 ans. Okay. Voilà, donc on s'est retrouvés un peu seuls. Et t'as réussi enfin, pour moi, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules et d'enfants et qui ont la garde et qui se disent non, enfin, en tout cas, je peux pas vivre mes rêves, je peux pas vivre ma vie. Mais en fait, si c'est possible de faire les deux. Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr, c'est possible. Après, ça demande aux enfants forcément d'être plus autonomes. On, on a on a instauré aussi des règles forcément de confiance, parce qu'on peut pas être sur les mêmes modes d'éducation. Quand souvent je leur disais attention, vous êtes deux, je suis seule en face, donc quand vous attaquez, c'est voilà, moi je suis qu'une, hein, donc c'est ça fait plus mal que quand on est deux à recevoir. Donc il faut, enfin il n'y a pas de il faut, d'ailleurs chacun fait comme il peut. Moi j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai deux filles qui sont alors évidemment, je suis leur maman, donc je vais les retrouver que des qualités. Mais j'ai eu quand même beaucoup de chance. Quand elles étaient petites, je leur disais le feu brûle, elles n'allaient pas, elles me croyaient. Voilà, il brûle. Ah, maman a dit qu'il brûlait, on n'y va pas. J'ai plein d'exemples comme ça. Donc c'était plus simple que quand vous avez des enfants qui vont toujours aux limites pour Oui, voir. qui te poussent. Voilà, et c'était pas mon cas. J'ai vraiment eu deux jeunes filles qui étaient même ados. Maintenant elles ont 20 et 23, mais qui étaient sages, qui étaient voilà, qui sortaient, qui ont sûrement fait des bêtises évidemment, mais je leur ai fait confiance et ça a marché. Donc, mais ça ne pouvait être que comme ça. On peut pas de toute façon, on peut pas être partout. C'est quand vous êtes au travail, enfin, on peut pas être partout en pleine conscience. Et moi, c'était très important j'essaie d'être pleinement présente à ce que je fais. Donc, quand j'étais au travail, j'étais au travail. Quand j'étais avec mes enfants, j'étais avec mes enfants. Donc ça, il faut que ça ne peut se faire que sur une relation vraiment de confiance. Et je pense que si les enfants aussi sentent notre fragilité,
ils ne, eh ben, ils ne vont, et puis, je veux dire, ils vont pas, ils se sentent moins en sécurité eux-mêmes. Donc, ils vont faire attention aussi à prendre soin de la personne qui les éduque, parce que ils en ont aussi besoin. Donc, enfin, voilà. Donc, pour moi, ça s'est bien passé. Et si des personnes nous écoutent et qu'elles sont dans ce cas, et si les enfants sont un peu plus tri-tri, parce que parfois ça peut arriver, faut pas s'en vouloir, quoi. On fait comme on peut, hein, et puis on fait au mieux en étant un. Voilà, donc c'est voilà, c'est pas tous les jours facile, et courage. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser? Le décès de mon papa. Je crois que c'est vraiment, je crois que c'est ça. C'est moche. C'est un truc, voilà, ça fait partie de la vie, mais je trouve que c'est moche. C'est pas très. C'était quand? C'était il y a 9 ans. Il est décédé en 2014. Et oui, c'est pas. Non, c'était dur. Enfin, je trouve que c'est dur. On a un peu envie de les voir partir, même si c'est dans l'ordre des choses. En effet, c'est nos parents. Mais il est décédé quand même assez tôt. Il avait 64, ouais, 64, je crois. À peine, oui, 64 ans, et avec il a été malade très longtemps, donc je trouve que c'est, enfin, moi qui approche la cinquantaine, il est tombé malade, il avait 57 ou 58, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est des épreuves qui sont pas faciles, parce enfin, moi j'avais envie de le garder avec moi, mais ça c'est très égoïste, mais voilà, je trouve que c'est vraiment la seule chose, parce qu'après le reste, tout peut être changé. Quand vous divorcez, c'est un choix. Ce sont des personnes qui veulent plus vous voir, ou vous qui voulez plus partager leur quotidien. Donc ce sont des choix. La mort de quelqu'un, vous la choisissez pas, vous subissez, et lui non plus la choisit pas. Enfin, je trouve que voilà, c'est plus difficile à encaisser voilà, que le divorce que j'ai pu traverser. C'est quoi les plus grandes peurs que tu aies dans la vie? Je sais pas non plus ça. Les plus grandes peurs que j'ai dans la vie, eh bien, je ne sais pas, j'en sais rien. Je crois que j'ai pas peur. Enfin, non, je crois que j'ai pas peur. J'ai pas ce sentiment d'avoir peur. C'est peut-être, souvent je dis, de plus être autonome en vieillissant. Voilà, ça c'est une crainte. Je peux pas dire parce qu'une peur vraiment c'est quelque chose. Ça me réveille pas la nuit, ça. Mais je me dis, voilà, le vieillissement, peut-être à travers la maladie aussi, mais de manquer d'autonomie, le jour où voilà, où le corps marche moins bien, c'est qui nous pousse à cette immobilité, comme on peut voir certaines personnes âgées qui ont du mal à bouger, donc on se renferme un peu sur nous. Ça voilà, ça serait une de mes craintes. J'aimerais, je crois beaucoup au mouvement pour ça. Je suis sûre qu'on peut y arriver, réussir à bouger toute notre vie, à rester mobile, à rester du coup autonome. Là, j'ai vu au Japon, je suis partie au Japon cet été, et je voyais des personnes qui étaient qui regardaient les messes avec nous, des messes qui duraient 1 heure et demie, qui étaient très âgées, qui étaient à genoux, et ça posait pas de souci, donc c'est possible. Ça veut dire que si on s'entraîne, c'est vraiment une question d'habitude de rester. Est-ce que ça veut dire qu'il peut s'accroupir? Enfin, moi, je suis très très à l'écoute de ça, et j'observe beaucoup. S'accroupir dans une vie de tous les jours, c'est très important. C'est l'autonomie. Ça veut dire que vous pouvez aller chercher quelque chose en bas. Vous êtes capable de faire ça. Voilà, ça serait ma crainte. Voilà, du vieillissement, ce serait celle-ci. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? De quoi je suis plus fière? De mes enfants. Ouais, de mes enfants. Ça, c'est évident. C'est évident. Ouais. Si tu croises une personne là qui te connaît pas, qui connaît pas ton histoire et qui te dit ah non mais toi aujourd'hui t'as créé ta méthode, pardon, tu n'en es là que grâce à de la chance.
Qu'est-ce que tu aurais envie de lui répondre? Bah, il aurait pas tort. Il y a beaucoup, beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance. Il y a des tas de gens qui travaillent tout autant que moi et qui ont pas assez de chance. Moi, j'ai eu en effet la chance. On me présente des personnalités. Elles m'aiment bien. On continue. Donc, on parle de moi. Ça, c'est une chance. C'est une petite étoile. Ensuite, je pense que je bénéficie de chance et je fais en sorte que d'être à la hauteur de cette chance. Voilà, par mon travail, je crois pas au mérite parce qu'en effet on mérite tous et puis je vois bien qu'il y a des profs qui travaillent tout autant, qui sont sûrement excellents, peut-être bien meilleurs que moi. Voilà, j'ai en effet de la chance. Il a raison. J'ai de la chance et ce mot chance ne n'est pas péjoratif pour moi. Voilà, vivre est une chance en fait, de toute façon. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil et qu'on m'a pas alors ce que je fais déjà un petit peu par exemple sur la souplesse. Pendant des années, j'ai cherché à être souple et ça marchait pas. J'ai hurlé de douleur beaucoup de fois. Ça m'a aux larmes quand même. Quand on vous pousse et en fait, il aurait suffi qu'un des profs me dise attends, on va étirer ton dos. C'est pas tes jambes qu'il faut étirer. Passe du temps à étirer ton dos sans douleur. Arrête. Voilà, c'est peut-être le message que je donnerais. C'est ne vous faites pas mal. Ne croyez pas un instant que on peut gagner quoi que ce soit dans la douleur. C'est impossible. La douleur, c'est quelque chose, le corps, c'est la maladie, c'est réservé à ça. Et il faut essayer d'être le moins possible là-dedans. Si vous voulez du résultat, il n'y a que dans la douceur, que dans la compréhension. Ça veut pas dire mou et pas travailler, parce que je travaille dur vraiment. Mais soyons doux avec nous. Soyons doux avec notre mental, soyons doux avec nos corps, et c'est comme ça en fait qu'on y arrive, et sûrement pas essayer comme j'ai pu faire, ou des professeurs qui m'appuyaient sur une petite fille qui est pas souple. Enfin, c'est tellement maintenant, ça me paraît tellement ridicule, voilà. Donc si vous avez 8 ans, 10 ans ou 15 ans, arrêtez tout pour les grands écarts. ne, ne faites pas ça. Soufflez, travaillez votre dos, soyez gentil avec votre corps et à un moment donné, il va être gentil, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Eh bien, professionnellement, c'est Anne-Sophie, mon attachée de presse, ça a résonné en tout début de confinement. Elle m'a dit, j'osais pas trop m'exposer corporellement, de me mettre en juste au corps, et elle m'a dit arrête de t'excuser d'être bien faite. Voilà. C'est un mot comme ça où je me suis dit mais c'est vrai finalement. J'avais tendance toujours à dire pardon, je suis mince, pardon, voilà, c'est vrai, j'ai pas trop de cellulite, j'ai pas excusez-moi, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et donc elle m'a dit clairement arrête de t'excuser, et c'est un conseil voilà qui j'ai arrêté de m'excuser, et sans je crois que je suis pas dans la démonstration de ça, je m'en fiche en fait. Quand on me connaît un peu, on sait que c'est pas forcément ma recherche, moi. Même si le côté esthétique fait partie de mon métier, c'est pas du tout ma première intention quand je me mets sur un tapis. C'est plutôt une connexion. Donc c'était un conseil qui m'a beaucoup déculpabilisé, et du coup je me suis plus du tout excusée. C'est quoi tes prochains défis? Mes prochains défis, bien là, je suis en train de créer les formations professionnelles. Donc ça veut dire que j'écris tout. Donc gros défi. Je suis en train. Alors, c'est assez sympa. J'arrive à trouver ça maintenant assez sympa. Donc il y a eu aussi l'écriture du livre qui fait que je suis déjà passée un peu par l'écrit. Et puis là, voilà, le défi, c'est d'ouvrir cette méthode. J'ai énormément de demandes de cours, et un peu partout en France. Et donc il faut
que des professeurs se forment à cette méthode pour que beaucoup puissent en profiter. Voilà. Donc ça, j'essaye. J'ai commencé. Je me suis donné cette année 2024, on va dire. J'espère que les formations vont sortir avant. Donc ça, c'est un gros défi. Quelqu'un hésite à écouter ta petite voix, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? À écouter sa petite voix. Ouais, sa propre petite voix. Se dire, ah non, mais moi, je peux pas y arriver, ah, j'hésite, qui est dans ta zone de confort inconfortable. Ouais. Alors moi, je dis toujours à mes enfants, parce que mes filles, quand même, aussi, à leur âge, elles ont plein de questionnements. Je leur dis toujours, et qu'est-ce que tu risques? Souvent, elle me dit, c'est vrai, je n'ai pas d'année de retard à l'école. Mais on a du retard sur quoi? Sur la mort? C'est parce que qu'est-ce qu'il y a? On court enfin, on risque rien. On risque rien. Il y a juste à la fin, on sait qu'il va se passer ça. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc la prise de risque, c'en est même pas une en fait. Enfin, c'est un concept inventé. C'est même pas. C'est juste la vie. C'est un chemin. On risque rien. C'est-à-dire qu'on risque éventuellement d'être dans un échec. Bon, bah, ça c'est pas très grave, hein, l'échec c'est pas ça, on se relève et l'échec de quoi? D'avoir dépensé peut-être beaucoup d'argent pour le projet qu'on est en train de faire, l'échec peut-être d'avoir dépensé du temps, d'avoir dépensé de l'énergie, mais ça ne peut pas vraiment être un échec. Enfin c'est forcément. Donc évaluer le risque, posez-vous la question, qu'est-ce que je risque réellement? Ouais, la plupart du temps on va répondre rien, bah non, rien, bah go. Go. Voilà. Vous serez pas en retard. Tout le monde sera à l'heure au moment venu. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Je dirais merci à mes parents. Ouais, c'est quand même je dirais la base. Voilà. C'est eux qui ont fait ce que je suis. Moi, je m'en rencontre tous les jours parce que souvent les personnes avec cette exposition, cette surexposition, on me demande souvent comment je le vis. Et en fait, je crois que je le vis très bien par rapport à tout ce que mes parents ont mis à l'intérieur de moi pendant toute mon enfance. Je suis complètement complète sans tout ça. Je sais pas si je suis bien claire, mais en fait, je suis complète. Je suis quelqu'un de complète. Donc, j'ai pas besoin d'être vue. J'ai pas besoin je suis très heureuse. Je suis vraiment ravie que ça arrive. Je suis ravie pour la méthode. Mais je sais que moi, ça ne me remplit pas plus. Je suis complète et je suis sûre qu'on est complète que grâce à nos parents. Enfin, si on a eu des parents qui étaient déficients, je pense qu'on peut se compléter aussi peut-être nous-mêmes par des rencontres, par des parents je dirais d'adoption, des rencontres, des amis, tout ça, on se construit. Voilà, mais c'est le plus grand merci évidemment, c'est forcément à mes parents et puis après la vie quoi. Merci vraiment d'être en vie. Peut-être que comme quand je suis née, mon espérance de vie était à 3 semaines. Du coup, je porte peut-être ça. Je suis juste contente d'être là. C'est déjà très très chouette, le plus longtemps possible. Pour toutes les personnes qui veulent du coup en savoir plus sur toi, je mettrai les liens sur le blog pourquoipasmoi.co. En attendant, est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on te retrouve? Oui, sur Instagram, du coup. Sur Instagram, voilà, Céline Roy Off. On me retrouve aussi un petit peu sur Facebook, même si je suis moins présente, mais il y a une page Céline Roy. Je m'en suis occupée il y a peu de temps, donc on est un petit peu moins nombreux. Il y a une page sur Facebook pour ceux qui ne, voilà, j'ai aussi un compte LinkedIn, le site internet donc centrepilates-célineroy.com qui donne accès au site de la VOD. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent réserver des cours sur Lyon ou Paris en présentiel, on a une application qu'on télécharge sur Apple ou Google et qui s'appelle Céline Roy. Voilà, c'est très très narcissique, c'est Céline Roy partout. Au moins c'est facile à retrouver. Je pense que c'est plus pour ça, j'espère. C'est ça. Ça partout. Un grand merci Céline. Merci. Et puis je suis convaincue qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir venir vouloir découvrir ton travail qui
qui a l'air de donner, en tout cas, moi, ça me donne beaucoup envie. J'approche pas des 45 ans, mais j'ai lu qu'il fallait s'y mettre le plus tôt possible. Donc, c'est sympa. Je pense que c'est sympa à tout âge. Voilà. Après, il faut avoir envie. Et puis ce qu'on fait quand on est plus jeune, on a le droit de faire plus, j'allais dire, plus d'erreurs, plus des choses qui nous font envie. Et si on aime bien le cardio, la course à pied, sauter dans tous les sens comme ça, voilà. Avant 40 ans, on peut. Après, il faut faire attention. Voilà. L'âge fait qu'on peut peut-être moins faire ce genre de choses et plus cibler si on veut rester en bonne santé. Ouais. Merci Céline. Merci à toi. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»